Bonjour à tous, je m'appelle Sylvain, je suis psychiatre. Je m'appelle Laetitia, je suis psychologue. Bienvenue dans Ma séance de psy, le podcast qui vous parle de la psychiatrie au cinéma. Je suis le docteur McMurphy, RP McMurphy. John est atteint de schizophrénie. Mais ça va bien, tout va très bien, je suis pas fatigué, je suis en forme, c'est tout. À chaque fois, c'est moi la bonne poire. Et après, je me réveille et puis je me sens complètement vide, j'ai rien. Qu'elle se fout de vous, qu'elle vous ment, comme à moi. Vous pensez que je me suis fait des idées? Que j'entends des choses que je devrais pas entendre? Vous écoutez l'épisode 13 et de l'autre côté du micro, elle travaille à la chaîne pour vous donner des analyses psychologiques toujours plus techniques et pertinentes. Elle est là une nouvelle fois face à moi, c'est Laetitia. Salut Laetitia, comment ça va ? Ça peut aller, hein. Mon état n'est pas encore trop altéré malgré le rythme effréné de ce travail cinémato-psychologique. Enfin bon, je me disais quand même ce matin, c'est drôle de faire un podcast sur des films quand toi-même tu ne regardes pas vraiment beaucoup de films dans la vie. T'as fait des progrès quand même, hein. Tu vas plus souvent au Ouais. cinéma qu'avant. C'est vrai. Bah oui, mais tu déteins sur moi. Mais bon. Et toi, ça va, t'es au taquet ? Moi ça va, oui. Si ça se trouve, je vais peut-être me mettre à lire des livres, hein. On sait jamais. Par capillarité, à ton contact. Bon, enfin, ça prend pas le chemin, là, j'ai pas vraiment le temps. Beaucoup de boulot, et puis entre le boulot, et des films. Des films. Là, qu'est-ce que j'ai vu récemment ? J'ai vu Rashomon, un film de Kurosawa. Heureusement, ça a duré qu'1 heure et demie, hein. C'était un peu... c'est un film séminal, hein, qui a créé un genre. Si, je te promets. Déjà, le mot séminal, je ne connais pas. C'est-à-dire que ce film-là, si tu veux, il a créé, comment il s'appelle ? Kurosawa, avec ce film-là, il a créé un style où il y a un événement qui se passe, et cet événement-là, dans le film, il est raconté avec différents points de vue. Et le dernier à avoir repris ce principe-là, c'est Ridley Scott dans The Last Duel. Je ne sais pas si tu l'as vu. Oui, tu l'as vu ? Je l'ai vu, tu vois des films. Voilà. Il était bien. Voilà. Avec Adam Driver. Voilà, c'est ça. Et Matt Damon. Ouais. Et donc, heureusement, ça va, ça a duré qu'1 heure 30. J'ai trouvé ça un peu chiant. Mais bon, voilà. Parmi les différents films que j'ai vus, c'est celui qui m'a le plus marqué, même si je n'ai pas forcément adoré, mais bon, ça va, c'est passé quand même, hein. Bon, bref. Aujourd'hui, on est là pour parler du film The Machinist. Et ce film, ça nous a donné envie de parler de plusieurs choses avec vous. D'abord, on va parler de l'insomnie. Qu'est-ce que c'est l'insomnie ? Quelles sont les manifestations cliniques et quelles sont les conséquences physiques, psychiques et sociales de cette insomnie ? Ensuite, on va vous parler de la paranoïa du héros du film, c'est-à-dire Trevor Reznik. Ça, c'est Laetitia qui va s'en occuper. Après, on abordera le thème de l'altération de l'état général. Et je vous donnerai un peu plus de précision sur ce que ce terme barbare signifie et quels sont les rapports qu'il a dans le film. Et enfin, Laetitia nous parlera du trouble dissociatif chez le personnage de Trevor, sujet qu'on a déjà abordé dans l'épisode sur Shutter Island, si vous vous rappelez, mais qui est traité dans ce film-là d'une façon un peu différente. Comme d'habitude, à la fin de l'épisode, nous vous donnerons notre avis global sur le film et nos recommandations, plus ou moins en rapport avec le sujet. Petite alerte spoiler quand même, parce que pour les personnes qui n'auraient pas vu le film avant de nous écouter, faites marche en arrière, allez voir le film et revenez écouter, parce qu'on va quand même beaucoup spoiler. Voilà, vous savez tout, vous ne pourrez pas dire qu'on ne vous a pas prévenu. Ma séance de psy, épisode 13, c'est parti. Comment est-ce que vous faites? Quoi? Dormir si peu et toujours avoir autant bonne mine. Vous me faites la cour, dites-moi. Je compatis. On veut m'engraisser apparemment. Et si c'était le cas? Supposons que je la veuille aux myrtilles. Vous en avez eu hier soir. Vous ne mourrez pas, Trevor Reznik. J'ai compris qui vous êtes. Vraiment? Qu'est-ce que vous savez d'autre sur moi? Que vous êtes seul. Quand ça fait aussi longtemps que moi qu'on travaille de nuit, on finit par les repérer. Tout le monde est toujours seul, Trevor. Il n'y a aucune raison d'en avoir honte. Comment est-ce que je pourrais être seul
quand vous êtes là pour me tenir compagnie. The Machinist est un thriller psychologique, alors accroche-toi bien, hispano-franco-britannico-américain. Ça en fait du monde. De 102 minutes, réalisé par Brad Anderson et qui est sorti en 2004. Dans les personnages principaux, donc on retrouve Christian Bale dans le rôle de Trevor Resnick, Jennifer Jason Leigh dans le rôle de Stevie et Michael Ironside qui fait une apparition dans le rôle de Miller. Alors, on va éliminer tout de suite l'éléphant dans la pièce. Christian Bale est particulièrement maigre dans le film, et comme vous avez pu le remarquer, pour ceux qui ont vu le film. Et vous savez sans doute que Christian Bale est un adepte du method acting, qu'on appelle aussi le système Stanislavski, du nom du metteur en scène théoricien du théâtre russe, qui a donné son nom à cette méthode. Alors je vous explique, alors moi j'ai pas fait d'études de cinéma, j'y connais pas grand chose, je me suis juste renseigné pour savoir ce que c'était que le method acting, j'ai regardé un peu sur internet ce que c'était, et en fait c'est une technique d'acteur qui consiste non pas à ce que l'acteur joue un rôle, mais plutôt à ce que ce soit en fait dans la philosophie le rôle qui s'empare de l'acteur. Donc en fait, pendant toute la durée du tournage, et puis même dans les semaines qui précèdent le tournage, en fait, l'acteur laisse place au personnage. Ce qui fait que ça doit être quand même vachement perturbant pour les acteurs de laisser comme ça leur personnalité et puis de se retrouver imprégné d'une autre personnalité. Il y a un autre acteur qui fait ça, c'est... le chanteur là, de 30 Seconds to Mars, j'oublie toujours son nom. Jared Leto, voilà, merci. Voilà. Donc lui, quand il a joué le Joker, par exemple, pour Suicide Squad, et donc là, il était tellement imprégné du personnage qu'il envoyait des cadavres d'animaux par la poste à ses camarades acteurs. Enfin bon, c'était... voilà, quoi, c'est... Je savais pas le nom de cette méthode, mais je pense qu'ils sont vraiment plusieurs à le faire. C'est vraiment assez poussé dans le sens où je crois qu'ils se mélangent même pas aux autres équipes pendant le tournage. Ils sont vraiment, ils viennent juste tourner les scènes et en dehors, ils ont vraiment pas très peu de contact avec l'équipe du tournage. Ils partagent pas d'autres moments. Ils sont vraiment, comme tu dis, imprégnés du rôle. Ouais, je pense que c'est un peu ça l'idée. Il y a Joaquin Phoenix qui fait ça aussi. On avait parlé du film Joker, pareil, c'était quand même pas mal donné pour le film Joker, il avait perdu aussi pas mal de poids lui, pour le personnage de... comment il s'appelait déjà Arthur Fleck. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc là, Christian Bale, lui, là, il est devenu, pour l'occasion du film The Machinist, un insomniaque cachectique. Alors cachectique, ça veut dire très maigre. Donc il a volontairement perdu 28 kilos en 3 mois, juste pour le rôle. Et donc quel était son régime pour perdre autant de poids ? Il mangeait juste une pomme et une boîte de thon par jour. Pour simuler en quelque sorte l'insomnie, et en tout cas les conséquences que ça peut avoir, il ne dormait pas pendant les 48 heures qui précédaient le tournage de ces scènes. Donc c'est quand même un peu extrême de faire ça. Pour la santé, je pense que perdre 28 kilos aussi vite, c'est quand même pas bon. Enfin, Christian Bale, il est capable de perdre du poids, de reprendre du poids, comme ça un peu à volonté. On le voit dans certains films. Il y a même certains films où il a pris vachement de poids. Je sais plus dans quel film je l'ai vu. Je sais pas où il avait pris pareil à l'inverse 30 kilos. Enfin, il était monstrueux. Voilà, méthode acting, quoi. D'ailleurs. Alors, quand il dit à un moment du film qu'il n'a pas dormi pendant 1 an, évidemment, c'est pas possible. Mais alors, petite anecdote, il faut savoir que le record d'insomnie est détenu depuis 1964 par le jeune Randy Gardner, qui est un étudiant de San Diego, qui avait 17 ans à l'époque et qui était resté éveillé pendant 11 jours et 25 minutes. Et ça, c'était pour une expérience de l'université de Stanford. Voilà, autre anecdote que je peux vous dire sur le film que j'ai pu trouver. Les 3 grands réalisateurs qui ont inspiré Brad Anderson pour le film The Machinist, c'est Alfred Hitchcock. Alors ça se voit, je trouve, parce que surtout à travers la musique. Je ne sais pas si tu te rappelles de la musique pendant le film, mais on dirait du Bernard Herrmann. Et Bernard Herrmann, c'était le compositeur des films d'Alfred Hitchcock. Okay. Ce côté un peu film à suspense. Les autres réalisateurs qui l'ont inspiré, c'est David Lynch. C'est vrai qu'il y a un petit côté Lynch. Et Roman Polanski.
Ouais, pourquoi pas. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, le film n'a pas été tourné aux États-Unis, il a été tourné en Europe, à Barcelone. Et c'est vrai que c'est assez curieux, parce que quand on voit les grandes rues larges, tout ça, on a l'impression qu'on est aux États-Unis, mais en fait pas du tout. Quoi d'autre ? Le personnage d'Ivan, je ne sais plus comment il l'appelle, pourrait être une référence à un livre de Dostoïevski qui s'appelle Les Frères Karamazov, où Ivan était un des frères Karamazov, qui est présenté comme un individu particulièrement cartésien. Et à un moment donné du bouquin, je ne l'ai pas lu, hein, peut-être que toi tu l'as lu, Non, je l'ai pas lu. il va tomber malade et à l'occasion d'un épisode de fièvre un peu délirante, il va se mettre à penser qu'il reçoit la visite du diable. Et finalement, la métaphore de cette histoire, c'est que le diable représenterait un peu tout ce que Ivan a refoulé dans son inconscient. Il y a une autre référence à Dostoïevski dans le film, c'est le bouquin que lit Trevor à un moment donné qui s'appelle L'Idiot. Pareil, j'ai pas lu, moi, comme je dis déjà, je lis très peu, et j'ai pas lu L'Idiot. Le seul bouquin de Dostoïevski que j'ai lu, c'est Le Joueur. Je crois que toi aussi d'ailleurs. Putain, tu l'as lu où? Tu l'as lu à l'école? Tu l'as lu Non, je l'ai lu. Alors je l'ai lu dans un train, je me rappelle très bien, et je l'ai lu d'une traite pendant tout le trajet de train. C'est la seule fois de ma vie que j'ai lu un livre d'une traite. Je me rappelle que ce bouquin m'avait absorbé, mais je suis incapable aujourd'hui de te dire de quoi ça parle. Bah, d'un joueur de casino. Mais moi aussi, c'est le seul livre que j'ai lu de Dostoïevski. Moi, je l'avais lu à la fac. On nous avait demandé de le lire dans une matière en lien avec les addictions. Et Dostoïevski, bon, ça avait l'air d'être un homme torturé aussi, hein, comme beaucoup d'écrivains et de grands artistes en général. Il était pétri d'angoisse et du coup, l'addiction aux jeux d'argent et notamment au casino, bon, c'est pas anodin dans le sens où il était lui-même un joueur maladif et criblé de dettes. Donc bon, il était peut-être aussi torturé que Trevor, même si ils partagent pas les mêmes problématiques. T'es de la première équipe? Ouais, Moi aussi. c'est drôle, je t'avais encore jamais vu. Je suis là, pourtant. Je bosse dans l'infos. Je viens de reprendre le poste de Reynolds. Où il est, Reynolds? J'ai fait des rôles en serré. Un vieux monde à l'arrêt qui traînait. Moi, c'est Ivan. Trevor. Bon. Je crois qu'il vaut mieux que je retourne bosser. Ce Tucker, c'est un con de première bourre, il paraît. Tu l'as dit, ouais. Ah, ciao, vieux. Alors, on va commencer par le premier sujet qui est l'insomnie. C'est moi qui vais vous en parler. Si on en croit l'article de Billiard et d'Auvilliers qui est paru dans l'EMC Neurologie en 2004, l'insomnie concernerait, accrochez-vous, 35% de la population, dont 9 à 10% de la population qui souffrirait d'insomnie chronique. Alors, qu'est-ce que c'est en réalité l'insomnie ? Selon la classification internationale des troubles du sommeil, l'insomnie est décrite comme des difficultés à s'endormir ou à maintenir le sommeil, des réveils trop précoces et ou un sommeil non réparateur ou de mauvaise qualité. Donc tu vois, c'est une définition qui repose surtout sur des critères subjectifs. Ouais, puis ça englobe énormément de personnes, quoi, du coup. Bah oui, vu la subjectivité des critères, forcément. Alors après, il y a une discordance entre le DSM et la classification internationale pour ce qui concerne l'insomnie chronique. Pour la classification internationale, l'insomnie elle est considérée comme chronique si ces phénomènes durent pendant plus de 3 mois, alors que pour le DSM, le manuel américain, l'insomnie est considérée comme chronique si elle dure plus d'1 mois. Alors dans le film, Trevor, lui, il souffre d'insomnie chronique, puisqu'il dit qu'il n'est pas censé avoir dormi depuis plus d'1 an. Bon, vous avez compris que c'est caricatural dans le film, même si, voilà, si on regarde les critères de l'insomnie, c'est
c'est possible qu'il ait un sommeil de mauvaise qualité depuis 1 an. En tout cas, un sommeil pas réparateur, quoi. Alors, il faut savoir que la première classification des types et sous-types d'insomnie, elle n'est pas si vieille que ça, elle date de 1979. On possède en revanche plusieurs études épidémiologiques sur le sujet. On sait que l'insomnie, elle augmente avec l'âge, que c'est une plainte qui est 1,5 fois plus fréquente chez la femme, mais que le sommeil est de plus mauvaise qualité chez les hommes. Donc, pour résumer, l'insomnie, c'est un problème qui est très fréquent, 35% de la population, je vous rappelle, mais seulement 5% des personnes concernées consultent pour ce motif spécifique d'insomnie. Oui, pour ce motif spécifique, parce que c'est vrai que dans les consultations, tout ce qui va être troubles anxieux, troubles dépressifs ou même les addictions, c'est, j'allais dire presque inévitable qu'il y ait des troubles du sommeil associés, notamment des insomnies, des réveils nocturnes. Ouais, on va en parler. C'est, dans certaines pathologies, l'insomnie est un symptôme caractéristique qui permet de contribuer au diagnostic du trouble. Alors, quelles sont les causes de l'insomnie ? Si on se réfère au rapport qui fait presque 300 pages sur le thème du sommeil... Tu as lu ? Que j'ai lu, évidemment, consciencieusement pour le podcast, du début à la fin. Et c'était vraiment passionnant. Donc, c'est le rapport demandé par Xavier Bertrand en 2006 au ministère de la Santé et des Solidarités, et qui met en avant finalement que les causes d'insomnie sont multiples, puisqu'il existe autant de causes d'insomnie quasiment que de spécialités en médecine. Donc ça fait beaucoup, mais parmi les principales, on retiendra les causes cardiologiques, les causes pneumologiques, les causes neurologiques. Alors je veux dire par là ce qu'on appelle les parasomnies, comme par exemple le somnambulisme, le syndrome des jambes sans repos, c'est-à-dire quand on a les jambes qui bougent quand on est allongé ou quand on dort la nuit, enfin d'ailleurs ça nous empêche de dormir. Les troubles circadiens, c'est-à-dire les problèmes de cycle de sommeil, la sclérose en plaques et la maladie de Parkinson, ça c'est pour les maladies neurologiques. Et puis évidemment, ce qui nous concerne nous plus directement, c'est les pathologies psychiatriques avec principalement donc les troubles anxieux et les troubles de l'humeur, c'est-à-dire les problèmes de morale. Maintenant, quelles sont les conséquences de cette insomnie ? Damien Léger et ses collègues ont sorti un article en octobre 2002 dans la revue Sleep, le terme américain dormir, pas le sous-vêtement, qui colle tout à fait avec ce qu'on peut observer dans le film. L'article il s'appelle Medical and Socio-Professional Impact of Insomnia. Et là-dedans, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent que d'abord, l'insomnie, elle a un impact sur la santé physique et psychologique. Les insomniaques sont en moins bonne santé que la population générale. Ils souffrent plus souvent d'insuffisance cardiaque congestive, donc de problèmes cardiaques, de maladies respiratoires obstructives, et alors ça j'ai pas compris pourquoi, de problèmes de prostate. Voilà. Je suis pas trop concernée. Voilà. Et puis surtout, ils présentent un taux plus élevé de dépression. Donc moins on dort bien, plus on est fragile à la dépression. D'ailleurs, dans le film, Trevor Reznick, lui, il présente des signes évidents de dépression. Il est ralenti, il est triste, il se sent angoissé tout le temps, il n'arrive plus à s'alimenter, il a perdu beaucoup de poids, évidemment, et il se sent fatigué, voire épuisé. Et puis surtout, il est anédonique, c'est-à-dire qu'il a envie de rien. L'anédonie, c'est quand on n'a pas de plaisir pour les choses. L'insomnie a aussi des répercussions, donc pas que sur la santé physique et psychique, mais sur aussi les activités professionnelles. Les gens qui ne dorment pas bien présentent plus souvent de l'absentéisme, des troubles cognitifs, c'est-à-dire, par troubles cognitifs, je veux dire par là, des troubles de l'attention, de la concentration, de la mémoire, des troubles du raisonnement. Il y a une baisse de productivité aussi au travail, une augmentation des accidents sur le lieu de travail. Et ça, c'est exactement ce qui va se passer à un moment dans le film. C'est vers le début du film, ça, quand Trevor, par accident, en fait, va déclencher la machine qui va finir par arracher le bras de son collègue. Et il dira d'ailleurs, quand il débriefera avec son chef, « J'ai enclenché l'interrupteur par erreur, j'ai été distrait ». Voilà. Donc ça peut être une conséquence de l'insomnie. La question qu'on peut se poser maintenant en regardant le film, c'est est-ce que l'insomnie, ça peut rendre fou ? Alors, oui et non. Si on entend par rendre fou souffrir de délire et d'hallucinations comme Trevor, on pourrait dire
Oui, alors je mets des gros guillemets pour les hallucinations, parce que c'est pas des hallucinations aussi élaborées que celles que peut expérimenter Trevor, qui peuvent prendre l'apparence d'un individu qui n'existe pas et qui lui parle. Une fois encore, là, on est dans un film. Les hallucinations visuelles, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure dans ta partie, mais dans des pathologies comme la schizophrénie, les hallucinations visuelles, ça existe quasiment pas. Hein. Mais pour le cinéma, c'est quand même plus facile de montrer une hallucination avec des images que avec des sons ou des choses comme ça. Donc voilà, le personnage d'Ivan, est-ce qu'il est dans sa tête, mais on ne le verrait pas dans le film, ça serait pas intéressant. Voilà, là il est mis en image et finalement c'est pas plus mal. Donc oui pour cette partie-là. Après, il y a certaines études qui montrent que chez les gens privés de sommeil, il y a plus des phénomènes de distorsion visuelle ou d'illusion, comme par exemple une déformation du décor ou de l'environnement, effectivement, qui peuvent se manifester lorsqu'on est privé de sommeil pendant très longtemps. Après, pour ce qui est du délire à proprement parler, je dirais que non, l'insomnie n'engendre pas de délire, sauf si des personnes qui ont une pathologie préexistante qui pourrait être décompensée par l'absence de sommeil. Par contre, l'insomnie, on sait qu'elle fait partie des critères diagnostiques de plusieurs maladies psychiatriques, comme la dépression majeure, l'anxiété généralisée ou le stress post-traumatique. Et on sait aussi que le risque de développer une dépression est approximativement 4 fois plus élevé chez un sujet insomniaque que chez un sujet bon dormeur. Voilà, c'est pour préciser ce que je disais tout à l'heure. Parmi les signes d'insomnie qui sont montrés dans le film, en dehors du fait qu'on ne voit pas Trevor dormir, y a l'irritabilité, le fait qu'il soit susceptible, qu'il s'énerve facilement. Ça, c'est assez cohérent, même si c'est un symptôme qui n'est pas forcément spécifique. Bon, il y a la fatigue aussi. Bon, mais il faut savoir qu'il y a d'autres raisons d'être fatigué, autres que l'insomnie. Il ne s'alimente pas, et notamment ça peut provoquer de la fatigue. Hein. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'on peut rattacher spécifiquement à l'insomnie. Après, pour tout le reste, difficile aussi de dire si la paranoïa, la dépression et l'anxiété sont à l'origine de l'insomnie ou si c'est plutôt l'insomnie qui est la conséquence de ces troubles-là. Trevor, je me fais du souci pour toi. T'inquiète pas. Personne n'est jamais mort d'insomnie. J'espère, oui. T'es mon meilleur client. Je peux pas me permettre de te perdre. Oh, merci. Alors moi, je vais vous parler du trouble délirant de Trevor. Donc Trevor, il présente ce qu'on appelle un délire systématisé autour de son travail. Systématisé, ça veut dire que c'est un délire cohérent, bien construit, qui, en l'occurrence, touche un seul domaine de sa vie. Donc là, c'est le milieu pro. Par exemple, il pense que ses collègues ont lancé le broyeur dans la scène du début. Non, c'est pas la scène du début. Oh, c'est dans le début du film, ça. Enfin, c'est début-milieu, quoi. Premier tiers, quoi. Si je me rappelle bien. Parce qu'il y a la scène, en fait, il y a la première scène où lui-même actionne le broyeur et son collègue Miller se retrouve amputé. Et il y a une scène un peu plus tardive où Trevor est en train de réparer une machine et la machine se lance de manière improbable et il se retrouve lui-même coincé. Et du coup, c'est de cette deuxième scène-là dont je parle. Et donc, il pense que ses collègues ont lancé le broyeur pour se venger de l'amputation de Miller. Après, en ce qui concerne son délire à lui, on voit qu'il s'étend progressivement dans le film aux autres domaines de sa vie. Ça vient affecter aussi sa relation avec Stevie, et à la fin un peu tout le monde, puisque quand il est dans l'aéroport, tout le monde est un peu accusé d'être dans le coup. Dans le DSM-5, donc qui est la classification américaine, pour ce qui est du trouble délirant, donc il y a plusieurs critères répertoriés. Le premier, c'est qu'il faut la présence d'une ou de plusieurs idées délirantes pendant 1 mois ou plus. Dans le cas de Trevor, il n'y a pas de doute sur le fait que ça fait un moment qu'il vit avec ces idées-là, ces idées de persécution. Le second critère, c'est en rapport avec un critère de la schizophrénie, où en fait, il ne faut pas qu'il y ait
un diagnostic déjà posé en lien avec des hallucinations, un discours ou un comportement désorganisé qui pourrait se rapprocher d'un diagnostic plus de schizophrénie. Dans le cas de Trevor, alors même si les gens peuvent le trouver à juste titre, bizarre et étrange, il ne présente pas de discours ou de comportement désorganisé. En ce qui concerne les hallucinations, si elles sont uniquement ciblées sur le thème du délire, on considère qu'elles font partie du trouble délirant et pas d'un trouble psychotique plus vaste. Donc il a clairement des hallucinations. Il voit Yvan dans la rue, chez lui, qui interagit avec lui. Mais comme le délire, en fait, ces hallucinations, elles sont vraiment organisées autour du complot et de la persécution à son travail. Donc on fait vraiment la distinction avec un diagnostic de schizophrénie. Ouais, donc c'est très systématisé, comme on dit, c'est organisé, c'est ciblé sur une personne ou sur un groupe de personnes. À la différence du délire dans la schizophrénie, qui est plus riche, qui est plus polythématique, plus diffus, et surtout moins organisé. Ouais. En dehors de l'impact aussi des idées délirantes et de ce qu'il y a autour, il ne faut pas qu'il y ait d'altération marquée du fonctionnement. Alors, il y a une dégradation marquée de l'état de Trevor, psychologique comme physique, mais par altération marquée du fonctionnement, en fait, c'est dans le sens où Trevor, il parvient quand même à se maintenir dans le sens dans la vie, en fait. C'est-à-dire qu'il a toujours son logement, on voit qu'il paye son loyer, il arrive à aller travailler, il maintient une relation affective et sexuelle avec Stevie, en tout cas pendant la majorité du film. Du coup, malgré ce trouble délirant, il arrive tant bien que mal à fonctionner. Alors c'est vrai, il a aussi cette espèce d'obsession de la propreté. Là, il passe son temps à se laver les mains à l'eau de Javel, il nettoie les joints de sa salle de bain avec une brosse à dents. Bon, je pense que... comme moi le samedi. Voilà. Rien de fou. Tu veux nous parler de ton psychotrauma? Mais, donc, alors ça, on peut dire de façon un peu triviale que Brad Anderson, il a filmé ça pour sous-entendre que peut-être Trevor, il se sent sale d'un truc qu'il aurait commis et que c'est une façon pour lui de se laver ou de laver son environnement de cette espèce de culpabilité. Enfin bon, je pense qu'il ne faut pas chercher beaucoup plus loin que ça. C'est pas un vrai talk hyper bien organisé et hyper invalidant. Mais bon, voilà, je voulais souligner ce petit... est-ce que ce trouble-là, il influence son comportement de cette manière-là? Est-ce qu'on peut le rattacher au trouble délirant? Pas sûr. Oui, c'est un petit peu à part. Effectivement, je ne l'ai pas mentionné parce que je le mettais un petit peu oui, t'as raison. À part. Et le dernier critère du trouble délirant, c'est que cette perturbation ne doit pas être liée aux effets physiologiques d'une substance ou d'une autre affection médicale. A priori, pas d'autre affection médicale. Et Trevor, on voit qu'il consomme aucune drogue susceptible de créer ces idées délirantes. Il prend pas de médicaments, je crois. On le voit pas prendre de médicaments. Et il prend pas de médicaments non plus, non. Dans le DSM-5, au niveau du trouble délirant, il y a différents thèmes. Dans le cas de Trevor, on est vraiment sur de la persécution. Donc la persécution, ça va... désigner un thème central où il y a des idées délirantes autour de la croyance d'être la cible d'un complot, d'une escroquerie, d'espionnage, d'être surveillé, harcelé, calomnié, ou que quelqu'un cherche à je vais y arriver, à obstruer la poursuite de nos projets à long terme. D'accord. Et dans le cas de Trevor, on voit bien qu'il se sent espionné. Il pense que quelqu'un s'introduit chez lui pour écrire sur les post-it. Il se sent suivi par Yvan sur la route à un moment. Il pense, de manière générale, il pense être persécuté par ses collègues et donc ce fameux Yvan qui sont tous dans le même complot pour le rendre fou et le détruire. Ouais, cette histoire de post-it, là, c'est une façon de symboliser le délire pour toi. C'est vrai qu'il voit des lettres apparaître au fur et à mesure, et lui, il fait un travail d'interprétation, on va dire, en quelque sorte, où il remplit les trous avec ce qu'il pense
être, et donc avec le délire, quoi. Ouais. Après les post-it, je pense que j'en reparle dans la partie après sur le trouble dissociatif et sur les amnésies. Ah d'accord. Mais pour moi, ça a un lien avec le trouble délirant parce que c'est ce qui permet de le nourrir en fait. Okay. Après, par rapport au trouble délirant, il y a plusieurs scènes du film. Je vais en citer quelques-unes. Les scènes avec le fameux Ivan. Du coup, je reviens à la première scène où la machine, Trevor appuie par inadvertance sur le bouton marche, et donc la machine se déclenche et son collègue Miller perd son bras. Et on voit que Trevor regarde Ivan au loin, qu'il regarde et lui fait le signe avec sa main qu'on lui tranche la gorge. Il y a d'autres scènes sur la route, il y en a plusieurs d'ailleurs. Quand il le voit au feu rouge, sa voiture s'arrête à côté de la sienne, qui veut discuter, mais que Ivan démarre au quart de tour, il se met à le poursuivre. La scène chez lui aussi, qui arrive plutôt en fin de film, où ils sont dans la salle de bain, Ivan lui parle du petit Nicolas, du petit de Nicolas, qu'il sait qu'il est mort, que Trevor l'a tué, et finalement il ouvre le rideau de douche et il n'y a rien derrière. Donc voilà, les majorités des scènes du trouble délirant sont quand même en lien avec ce fameux Ivan, ou dans le contexte professionnel, parce que comme je disais, le délire est quand même systématisé autour de ça. Quand donc la deuxième scène où c'est lui qui est coincé sous la machine, il accuse ses autres collègues en leur criant dessus, en leur disant que c'est l'un d'eux qui avait enclenché la machine, qu'il le sait, qu'ils ont fait exprès, il savait très bien qu'il était en train de la réparer. Voilà. Et j'ai oublié le nom du collègue à lunettes. Oui, moi non plus. Bon, il y a un collègue à lunettes. Il n'y en a qu'un, vous ne pouvez pas vous tromper. Il n'y en a qu'un. Et du coup, lui aussi, il est un peu intégré dans cette histoire. Il pense avoir trouvé dans le portefeuille de ce collègue une photo de lui avec son persécuteur, Ivan, lors d'une partie de pêche. Et donc, il pense que ce collègue à lunettes est de mèche avec Ivan et fait donc partie du complot. Et puis bon, quand même, les scènes avec Stevie sont... Je sais pas comment on peut trop l'appeler, sa fréquentation, sa copine, ça devient sa copine du coup. Quand ils sont couchés et qu'elle répond au téléphone, elle dit que c'est son ex, que c'est un taré. Il a l'air de trouver ça étrange sur le moment, mais ça déclenche rien de particulier chez lui. Et puis après, en revanche, il interprète cet élément-là et fait le lien avec Ivan. Et puis on en revient au fameux collègue à lunettes, qu'elle retrouve la fameuse photo finalement chez elle, chez Stevie, posée sur la télé, ou un meuble de la chambre, je sais plus. Donc elle devient aussi à ce moment-là objet de persécution pour lui. Il l'accuse de jouer avec lui depuis le début, d'être fausse et de nier le fait qu'elle connaît Ivan. Donc tout est quand même interprété de manière négative et dans un sens persécution. Ces accidents ne sont jamais beaux à voir, monsieur Reznik. Notre travail consiste à enquêter sur les différents éléments qui ont conduit à ces faits afin que nous puissions empêcher qu'ils ne se répètent. Par conséquent, nous souhaiterions que vous soyez un peu plus coopératif. J'ai enclenché ce putain d'interrupteur par erreur. À quoi est due cette erreur, monsieur Reznik? J'ai été distrait. Par quoi? Par quoi avez-vous été distrait? Par Ivan, je regardais Ivan dans la fosse. Toute cette histoire est de ma faute, je sais. Vous avez dit qui? Le nouveau soudeur à l'arc, je connais pas son nom de famille. Quel nouveau soudeur à l'arc? Ivan, le type de l'équipe alternante. Reynolds s'est fait piquer, il avait un mandat aux fesses, ce type a pris sa place. Qu'est-ce que tu nous racontes là, Reznik? Reynolds est à son poste dans la fosse, comme d'habitude, en train de se crever le cul. Il n'y a pas d'Ivan chez National Machining, Reznik. Donc, maintenant, on va aborder le troisième thème qui est l'altération de l'état général. Je voulais en parler parce que je ne suis pas sûr qu'on ait l'occasion d'aborder ce thème-là avec d'autres films. Donc, ça me paraissait pas mal d'en parler avec The Machinist. Même si, on va voir, c'est pas
je dirais, un terme qu'on va retrouver spécifiquement vraiment en psychiatrie, mais bon. Qu'est-ce que c'est que l'altération de l'état général en médecine? C'est la combinaison de plusieurs symptômes. D'abord un amaigrissement particulier, parce que cet amaigrissement il doit être supérieur à 5% du poids habituel au cours des 6 à 12 derniers mois. Ça, c'est le premier item. Le deuxième item, c'est une asthénie, donc c'est-à-dire une fatigue. Et le troisième, c'est une anorexie. Anorexie, donc l'étymologie, c'est le A privatif, et orexie, qui vient du grec appétit. Donc l'anorexie, c'est quand on n'a plus d'appétit. C'est important de faire la différence entre l'anorexie en tant que symptôme et l'anorexie mentale, qui, elle, est un trouble psychiatrique à part entière. C'est-à-dire que l'anorexie mentale, ça rassemble plusieurs symptômes. Alors, pourquoi Trevor ne souffre pas d'anorexie mentale? C'est l'occasion d'en parler. Je vais vous donner les principaux symptômes de l'anorexie mentale selon le DSM-5 et vous allez comprendre par vous-même. D'abord, l'anorexie mentale, le premier symptôme qu'on doit chercher, c'est la restriction des apports énergétiques par rapport aux besoins, conduisant à un poids significativement bas. Voilà, c'est une restriction volontaire des apports énergétiques. Le deuxième point, c'est une peur intense de prendre du poids ou de devenir gros. Et le troisième item important, c'est l'altération de la perception du poids ou de la forme de son corps. Ça s'appelle la dysmorphophobie, quand on perçoit mal son corps, quand on se trouve gros alors que les autres ne trouvent pas gros, voire maigre. Voilà, ou le manque persistant à reconnaître la gravité de la maigreur. Donc vous voyez que pour Trevor, ça colle pas parce que à aucun moment on voit qu'il se restreint volontairement de manger. On constate qu'il perd du poids, lui-même le constate quand il se pèse. Il met différents post-it à chaque fois qu'il se pèse et on voit le poids qui baisse. Il n'a pas peur de prendre du poids. Il n'a pas non plus de dysmorphophobie, on ne peut pas dire qu'il se trouve trop gros. À un moment donné, quand avec Stevie, elle lui dit que s'il était plus maigre, il pourrait pas exister ou il ne pourrait pas vivre. Là, il se met à mimer un zombie devant elle, comme si il était parfaitement conscient qu'il était maigre et qu'il en jouait. C'est pas du tout ça dans la dysmorphophobie. Les gens disent mais non, je suis trop gros là. Écoute, tu vois pas que on voit pas mes côtes ou je sais pas quoi. Là, lui, il est vraiment pleinement conscient de ça. Et donc, en ce qui concerne la restriction alimentaire volontaire, on n'a pas l'impression, comme je disais, que Trevor, il s'oblige à pas manger, en fait. Il a juste pas faim. Et du moment où il a faim, on le voit une fois manger du poulet, il a l'air de manger quand même avec appétit, quoi. Par contre, il faut savoir qu'il existe des causes de perte de poids involontaires. C'est-à-dire qu'on perd du poids sans vouloir perdre du poids. D'après l'article, donc, Involuntary Weight Loss, paru en 1995 dans la revue médicale Clinics of North America, les trois étiologies, les trois causes les plus fréquentes de perte de poids sont 1. Les cancers, 2. Les maladies gastro-intestinales et en troisième position les troubles psychiatriques, principalement la dépression et le trouble anxieux, encore eux. La principale cause de perte de poids, ça reste quand même l'anorexie, symptôme, pas l'anorexie mentale, mais à titre anecdotique, il existe d'autres cas où il y a des amaigrissements malgré un appétit conservé ou un appétit accru. Je vous cite à titre d'information le diabète insulinodépendant, donc le diabète c'est une augmentation du sucre dans le sang, l'hyperthyroïdie, c'est une maladie endocrinienne qui est due à un dérèglement d'une hormone qui se trouve au niveau de la base du cou qui s'appelle la thyroïde, qui est un peu la chaudière de l'organisme. Le troisième cause, c'est le phéochromocytome. Ça paraît aussi, c'est un cancer. Mot compte triple. Ouais, phéochromocytome, ça, quand tu arrives à le caser au Scrabble, ça score bien, ça. Donc, c'est une tumeur maligne de la glande surrénale, qui est une petite glande qui se trouve posée comme un chapeau sur le rein et qui sécrète notamment, entre autres, l'adrénaline. L'autre cause, c'est les syndromes de malabsorption digestive. Alors ça, il y en a un paquet. Fait intéressant, la mauvaise hygiène bucco-dentaire, ça, c'est une cause de perte de poids, notamment lorsqu'il nous manque des dents ou qu'on a des douleurs dans la bouche ou des choses qui nous empêchent de nous alimenter correctement ou de manger les mêmes choses que d'habitude. Ça a l'air de rien. Je sais pas, les gens qui ont déjà eu des problèmes à ce niveau-là, on se rend compte qu'on ne peut pas manger la même chose que d'habitude, qu'on est obligé de changer son régime alimentaire.
le fait de ne pas pouvoir mâcher certains aliments, et ben, tout ça, ça peut conduire à des pertes de poids. Voilà, petit moment prévention santé. Allez chez le dentiste. Oui, c'est vrai, chez le dentiste, c'est important. Dans le cas de Trevor, il n'y a à aucun moment où on parle d'une de ces maladies. La cause est manifestement mise en avant, c'est l'hypothèse d'un état dépressif sévère. Hein. Dans mon expérience, moi, j'ai jamais rencontré de patient qui était amaigri à ce point, sauf peut-être dans des cas de catatonie. J'ai vu ça chez des personnes âgées. Voilà, il y a plein de symptômes. Alors, je vais expliquer un peu ce que c'est que la catatonie. Il y a plein de symptômes pour la caractériser, mais si je devais en retenir quelques-uns, je dirais que dans la catatonie, les patients ils sont figés, vraiment comme des espèces de poupées, ou si vous voulez, quand vous leur imposez certaines postures, ils gardent la posture, comme des poupées, quoi. Ils sont hyper rigides, comme cireux, quoi. Évidemment, ils sont mutiques, c'est impossible d'échanger avec eux, et puis surtout, ils s'alimentent pas, quoi. Ils sont complètement inanimés. Tout en étant dans un état de conscience, quoi. Ils ne sont pas dans le coma. C'est ça la catatonie. Et on retrouve principalement la catatonie comme une complication de certaines formes de schizophrénie et dans des états mélancoliques, c'est-à-dire des formes très sévères de dépression. Et ça, en psychiatrie, ça peut faire partie des urgences, hein, dans le sens où ça met en jeu le pronostic vital, parce que si la personne n'est pas capable de s'alimenter ou même de boire, elle met sa vie en danger. Et souvent, comme ils ne peuvent pas s'alimenter, ils ne peuvent pas prendre les médicaments par voie orale, donc souvent on leur met les traitements par voie intraveineuse, et lorsque ça ne suffit pas, on peut avoir recours à d'autres thérapies, comme la sismothérapie, c'est-à-dire les électrochocs, qui marchent bien. Pour moi, dans le film, c'est beaucoup trop caricatural pour être vraiment crédible. Hein. Un patient dans l'état physiologique de Trevor, il présente déjà des risques majeurs de troubles du rythme cardiaque à cause des carences alimentaires. Et puis, en pratique, des patients comme Trevor, si à un moment donné, il passe dans un service d'urgence et qu'un médecin l'examine, il va vite envoyer Trevor en réanimation pour qu'il soit surveillé le temps qu'il soit rééquilibré sur le plan métabolique, parce que quand vous êtes sévèrement dénutri, vous pouvez faire des problèmes somatiques, physiques très graves, et vous pouvez mourir. Hein. Petite parenthèse, à un moment donné, il y a une espèce de course-poursuite dans le film où même il se projette sous une voiture, il se fait carrément percuter par une voiture. Quand vous êtes dans l'état physiologique de Trevor à ce moment-là, quand vous prenez une voiture, vous ne vous relevez pas et vous n'allez surtout pas taper un sprint parce que vous êtes poursuivi par quelqu'un. Hein. Voilà, donc ça, c'est un peu too much dans le film. Oh! Qui a fait ça? Quoi? Hein? L'un de vous a mis en route ce putain de broyeur! Ou peut-être que c'est vous tous! Hé, calme-toi, si tu veux! C'est toi, Jones! C'est toi! C'est toi! Ou alors c'est toi! Personne n'a rien fait, connard! T'es encore en train d'imaginer des trucs! Ah ouais! T'es allé pêcher avec Yvan il y a longtemps, Reynolds, hein? Et qu'est-ce que t'as à répondre à ça? On va voir ce que tu vas dire maintenant en voyant ça! Où elle est? Qu'est-ce que c'est encore que ces conneries, Resnick? Hé, arrête! Déconne pas! Merde! Enlevez-moi ce connard! C'est terminé, pauvre merde! Ramasse tes affaires et fous-moi le camp d'ici! Tu es viré! Alors maintenant, on va parler du trouble dissociatif de Trevor. Alors ce thème-là du trouble dissociatif, c'est un thème que j'ai déjà pas mal abordé dans l'épisode sur Shutter Island, mais sur Shutter Island, c'était spécifiquement sur le TDI, le trouble dissociatif de l'identité, où il y a une notion d'identité alternante. Avec Trevor dans The Machinist, on n'est pas du tout là-dedans. Ils ne sont pas plusieurs à l'intérieur de Trevor. Ouf. En revanche, on va quand même se reparler de la dissociation et des amnésies dissociatives. Et pour cause, car dans le film, Trevor semble souffrir d'un trouble dissociatif grave, consécutif à un psychotrauma important. Donc petit rappel, c'est quoi la dissociation ? Dans le cas de Trevor, on va parler de dissociation traumatique, c'est-à-dire une intégration incomplète de la mémoire, des émotions et potentiellement de l'identité. Je pense que j'ai déjà détaillé la dissociation traumatique dans Shutter Island, donc je ne vais pas y revenir. Allez écouter Shutter Island. Voilà.
dans notre cerveau lors d'un traumatisme sous l'effet du stress, du danger ou de l'imminence de la mort, physique comme psychique. Notre amygdale, qui est un peu le siège des émotions, va être temporairement déconnectée du cortex pour nous permettre tout simplement de survivre à l'événement, à ce qu'on est en train de vivre. Alors l'amygdale, c'est pas le truc qu'on a au fond de la gorge. Hein. Les amygdales, c'est des structures anatomiques. Il y en a... Non, je le précise. Hein. Faut préciser. Pas D'accord. qu'il y ait de malentendus. C'est des structures qu'on peut retrouver aussi au niveau du cerveau. Oui, le siège des émotions n'est pas dans la glotte. Donc, ce fait que l'amygdale soit déconnectée, ça a pour conséquence, d'une part, un mauvais encodage, ou pas d'encodage du tout, d'ailleurs. C'est un peu le problème de la mémoire traumatique, c'est que parfois on n'encode pas du tout l'événement. Et ça provoque aussi une anesthésie émotionnelle qui peut par la suite donner des impressions d'étrangeté, de flou temporel. Dans le film, on voit que Trevor, il évolue dans une confusion permanente. Il comprend pas toujours ce qui se passe autour de lui et surtout on ressent qu'il a peur. On est parfois un peu sur nos gardes aussi, un peu comme lui en fait, car les gens, comme l'environnement, semblent vachement menaçants. Il est vraiment hyper vigilant. Et donc on voit par ailleurs qu'il souffre de nombreuses amnésies dissociatives. Alors là c'est pareil, j'en ai pas mal parlé dans Shutter Island. Et notamment lors des réactivations traumatiques. Donc comme la scène de la fête foraine, c'est un contexte où il y a beaucoup d'enfants qui courent, qui s'amusent. Donc c'est un contexte déclencheur par rapport au garçon Nicolas qu'il a tué. Il oublie beaucoup de choses qu'il fait et qu'il dit. Il oublie beaucoup d'informations importantes le concernant. Et du coup, on va voir que ces amnésies dissociatives permettent que le trouble délirant existe chez lui et continue d'exister, puisque on parlait des post-it tout à l'heure, c'est un des éléments où on voit bien que ces oublis maintiennent la confusion et surtout les fausses interprétations en fait, parce que il oublie, il n'a pas d'explication à ces événements-là qui se passent, et du coup, son interprétation va toujours être orientée autour de la persécution. Je reviens à la scène de la photo chez Stevie, dont je parlais tout à l'heure. Il oublie le fait de lui avoir donné cette photo-là. Donc, il est dans l'incapacité de comprendre comment cette photo a pu se retrouver chez elle. Donc ça va clairement venir alimenter son délire, puisque si c'est pas lui qui l'a fait, qui d'autre ? Moi, ce que je trouvais un peu bizarre, c'est que en vrai, c'est lui qui est sur la photo, mais quand lui regarde la photo, il voit Yvan. Alors, pareil, je pense que c'est une figure de style, oui. Pour dire qu'il voit sa partie, sa partie mauvaise, ou sa culpabilité finalement, qui s'est matérialisée par Yvan. Oui, oui. Enfin, tu vois, quand on parle de troubles dissociatifs comme ça au cinéma, c'est souvent très métaphorique et second degré, quoi. Bah, c'est un peu le même problème que ce que tu disais par rapport aux hallucinations auditives qui rendraient pas très bien au cinéma. Je pense que le trouble dissociatif à mettre à l'image, c'est quand même très compliqué. Donc, c'est un peu caricatural, mais du coup, je pense que ce double-là, c'est peut-être un des meilleurs moyens. En tout cas, c'est un moyen qu'on retrouve dans plusieurs films quand même, hein, finalement. Bon, et puis ça met je sais pas, des ressorts scénaristiques, quoi. Ouais. Mm. Alors, est-ce que c'est ressemblant à un vrai trouble dissociatif ? Oui, par rapport au lien avec les psychotraumatismes. Le fait que le trouble dissociatif, ce soit comme un mécanisme de défense par rapport à ça, c'est un fait. Les amnésies dissociatives, ça peut vraiment être synonyme d'oubli total, hein, pour la personne qui les vit, vraiment. Après, je ferai juste un petit bémol par rapport aux hallucinations qui ne font pas vraiment partie du tableau du trouble dissociatif, en tout cas pas de cette manière-là, et c'est quand même rare. Elles sont plus liées aux troubles délirants qu'on a évoqués précédemment, pour moi. Il faudrait payer tes factures d'électricité, mon pote. Tu sais, c'est pas très facile de se raser dans le noir.
Qu'est-ce que tu as fait de Nicolas? Qu'est-ce que moi j'ai fait de Nicolas? Nicolas. Il t'entend plus, mon vieux. Non, je t'en prie, quoi, tu sais bien qu'il est mort. Et hop. Tu devrais quand même faire quelque chose pour tes trous de mémoire, c'est embêtant. Parce que je te jure que ça te faciliterait la vie. Au fait, j'adore tous ces petits mots que tu te laisses tout le temps. Bon, ben voilà, pour l'analyse, on va passer à notre avis sur le film. Je vais commencer en saluant la performance quand même du réalisateur qui a décidé de s'attaquer d'une manière que j'ai trouvé plutôt pas mal au thème de la culpabilité, puisque ça parle quand même beaucoup de culpabilité, ce film. La culpabilité qui est un sentiment tellement violent pour Trevor que son esprit va choisir de refouler ses souvenirs de l'accident de voiture dont il est responsable, puisque c'est de ça dont il s'agit. Et d'ailleurs, la thématique du choix revient à plusieurs reprises dans le film sous la forme de panneaux directionnels. On voit à un moment donné, lorsqu'il est à la fête foraine, dans le train fantôme, il doit choisir entre l'enfer ou la rédemption. Pareil à la fin du film, lorsqu'il est sur l'autoroute, il y a des panneaux directionnels, un qui indique l'aéroport et l'autre qui indique le centre-ville, en fonction de est-ce que je dois me rendre à la police ou est-ce que je dois prendre la fuite. Voilà, The Machinist, c'est l'histoire d'un homme qui se croyait invincible et pour qui la survenue d'un psychotraumatisme, parce que être responsable de la mort de quelqu'un, c'est un traumatisme psychologique hyper violent, eh ben, va avoir pour conséquence de modifier profondément sa personnalité. Donc à la façon de Leonard Shelby dans le Memento de Christopher Nolan, pour ceux qui l'ont vu, je crois que toi tu l'as vu il n'y a pas longtemps en plus, donc ça doit te parler. Oui, je l'ai revu au cinéma. Ça devait être pas mal, je pense. Lui, Trevor, il enquête un peu sur son passé, de façon un peu indirecte. Mais ce que j'ai le plus apprécié dans The Machinist, même si il ressemble beaucoup à un film comme Vertigo, d'Hitchcock, il n'y a pas, par contre, la dimension suspense à proprement parler. Parce que on n'a pas plus d'informations en tant que spectateur que le protagoniste principal du film. On est perdu comme lui et on découvre en quelque sorte la vérité en même temps que lui. C'est vrai qu'à sa manière, The Machinist, ça rappelle aussi beaucoup Shutter Island, dont on a parlé il n'y a pas si longtemps. Un personnage qui ne se représente pas comme celui qu'il est en réalité et qui voyage un peu malgré lui dans son inconscient. J'avoue que c'est un concept qui revient souvent au cinéma, mais personnellement, moi, ça ne me lasse pas trop. Après... on pense ce qu'on veut du jeu de Christian Bale, c'est lui qui porte le film, il est vraiment à fond, et ça passe bien, quoi. Sur le plan clinique, à proprement parler, il y a pas mal d'approximations, comme souvent, sinon le film, si c'était que de la médecine pure, ça serait sans doute un peu ennuyeux, mais les éléments de psychiatrie à proprement parler servent bien l'histoire, ce qui fait que si on prend le film au second degré, on peut y voir un décryptage plutôt intéressant de l'inconscient. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi ? Moi, je te rejoins sur Christian Bale. Je trouve qu'il fait une vraie performance, il incarne vraiment bien le personnage. Globalement, je trouve que c'est un bon acteur. Je l'avais bien aimé en serial killer aussi dans American Psycho. Donc c'est une bonne découverte, ce film. Même l'ambiance visuelle, je trouve qu'elle est particulière. Il y a très peu de couleurs. Tout est un peu décoloré, gris, terne. Et puis un film avec une bonne fin, qu'on se le dise, c'est quand même rare. Donc j'ai aimé le dénouement, comment le tout devient à la fin cohérent. C'est le genre de film que tu as du coup envie de revoir une deuxième fois, une fois que tu as l'info qu'il fallait. Et donc c'est une magnifique transition pour parler de Fight Club. Il y a énormément de choses en fait dans ce film qui m'ont fait penser à Fight Club. Et vu que c'est un de mes films préférés, avec Pocahontas, donc bonjour à tous les amis de la violence et des ratons laveurs. Je vais pas trop détailler au cas où il y aurait un épisode de podcast sur Fight Club, même si je sais que tu n'es pas chaud. Non, pas trop. Donc je vais pas trop spoiler. N'hésitez pas sur les réseaux à insister pour qu'on fasse Fight Club. Donc je vais pas trop spoiler sur ce film-là. Mais donc il y a aussi une ambiance violente, des insomnies chroniques, de la paranoïa.
Le personnage qui est joué par Edward Norton dans Fight Club, il ressemble aussi pas mal à celui de Trevor dans le style. Maigre, épuisé, solitaire, qui souffle de troubles psychologiques importants, difficultés professionnelles, relationnelles, bon. Voilà, on va dire que c'est le style d'ambiance et de personnage que j'aime bien. J'ai rien contre David Fincher, hein, j'aime bien le cinéma de David Fincher, mais je pense que c'est juste, j'ai un problème personnel avec les acteurs. Je crois Edward Norton, j'ai du mal, je sais pas, et puis alors, Helena Bonham Carter, elle, je la supporte pas. Je suis incapable de dire pourquoi. Après, voilà, s'il faut que je voie le film, je suis prêt à donner de ma personne pour le podcast, mais je te laisserai parler beaucoup, alors. Hein. Ok. C'est tout pour ton avis? On passe aux recommandations? Ouais. Je vais commencer alors. Je vais changer un peu d'habitude. Là, je vais recommander un jeu vidéo, parce que moi, ça m'arrive de jouer. Pas autant que je voudrais, malheureusement, beaucoup moins maintenant. Mais alors là, c'est plus une expérience, j'ai envie de dire, vidéoludique. Puisqu'on parle de la quête d'identité, je voudrais vous recommander, si vous avez l'occasion d'y jouer, un jeu de Sam Barlow qui s'appelle Immortality. Ce film, il a une particularité, c'est qu'il est fait en full motion vidéo, donc en FMV. Pour les vieux comme moi, ça va parler, parce qu'il y a eu une époque dans les années 90 où il y avait beaucoup de jeux vidéo qui sortaient en full motion vidéo, où on filmait des acteurs et on les incrustait sur des décors, sur des graphismes créés par des dessinateurs. Là, c'est des séquences de films interactifs. En fait, c'est un jeu d'enquête qui propose de découvrir ce qui est arrivé à une actrice qui s'appelle Marissa Marcel, qui est censée avoir disparu, et qui a laissé derrière elle 3 films, dont aucun n'est jamais sorti, et pour lesquels on dispose soit de rush, ou de séquences de films, soit des séquences qui ont lieu sur le tournage, ou des répétitions, ou des choses comme ça. Et en fait, le jeu propose d'être un peu comme un monteur. On se retrouve un peu sur un banc de montage et on fait défiler des scènes. Et dans chacune de ces scènes, on peut cliquer sur un élément de la scène. Ça peut être une pomme, un cendrier, un vêtement. Et ça nous propulse vers un autre morceau de la vie de Marissa Marcel. Et en naviguant comme ça, on arrive à reconstituer un petit peu l'histoire de cette femme, qu'est-ce qu'elle est devenue, et quels sont ses secrets finalement. C'est vraiment captivant. On est comme ça sur son banc de montage, on passe les scènes en avant, en arrière, doucement, rapidement. Je ne vais pas trop spoiler, mais quand on passe les scènes dans certains sens, on peut basculer dans une espèce d'autres formes de narration. C'est vraiment hyper intéressant si on s'intéresse au cinéma et qu'on aime bien un petit peu les jeux d'enquête. C'est vraiment super. Moi, j'appelle ça vraiment une expérience vidéoludique. On n'est pas sur du Call of Duty ou sur des AAA, genre tout ce qu'on veut, Assassin's Creed, tout ça. Mais Sam Barlow, il fait vraiment des jeux incroyables. Il en a fait d'autres, je crois. Il y a Her Story qui est pas mal. H-E-R Story, ou Telling Lies. C'est vraiment des jeux aussi que je pourrais vous recommander. Donc il est disponible sur PC, sur Xbox, sur iOS, et puis surtout si vous êtes abonné à Netflix, vous savez peut-être pas, mais vous avez accès à des jeux sur Netflix. Alors c'est pas sur les ordis ou sur la télé, mais sur votre téléphone portable ou sur votre tablette. Vous pouvez télécharger des jeux gratuitement si vous êtes abonné à Netflix. Et Immortality, vous pouvez y jouer si vous avez un abonnement Netflix. Donc voilà, vous privez pas de cette expérience. Surtout que y jouer sur une tablette, moi j'ai essayé, c'est pas désagréable. Alors le jeu sur Netflix s'appelle Immortality Parallax, je crois. Vraiment, je vous conseille, c'est un super jeu. Moi j'ai adoré. Voilà, à toi. Ok, écoute, je joue pas aux jeux vidéo, mais ça a l'air chouette. Et du coup, j'ai un abonnement Netflix, j'essaierai sur le téléphone. Ok, merci. Moi, j'étais moins originale. Je réfléchissais sur un film où on réfléchit sur la paranoïa, la manipulation. Et j'ai pensé au film The Truman Show, qui date de 98 avec Jim Carrey. Et je sais pas, c'est ce film-là qui m'est venu à l'esprit.
Je trouve qu'il est aussi génial que flippant et qui fait vraiment réfléchir sur ce que ça pourrait avoir une vie complètement réglée et dirigée par d'autres sans qu'on le sache, ne pas vraiment être maître de sa vie. Voilà, c'est un film que j'ai vu il y a un moment, mais qui m'avait vachement marqué quand même. Ouais, moi aussi, ça fait longtemps que je ne l'ai pas revu. Je voulais le revoir avec les enfants, moi, je voulais leur montrer. Je pense que là, ils sont ados, ça pourrait leur parler. C'est un film de qui, ça ? C'est un film de Peter Weir, je crois. Je sais plus. Bon. Ouais, très bien. Ok, merci pour ta recommandation. Écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc, je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur Twitter @maséancedepsy si vous voulez poser des questions ou suggérer des films dont vous voudriez entendre parler. Nous avons aussi une page Facebook sur laquelle Laetitia est très active et un compte Instagram que j'ai fini par recréer mais sur lequel je ne suis pas du tout actif. Mais bon voilà, si vous voulez nous parler, il y a ma séance de psy sur Instagram. Aussi pour ceux qui n'ont pas l'application de podcast, les épisodes sont, j'essaye de les mettre régulièrement sur YouTube. Voilà, il n'y a pas d'image, mais au moins il y a nos voix suaves. La prochaine fois, nous parlerons du film Shining, puisque si tout se passe bien, on devrait pouvoir enregistrer à la fin du mois d'octobre. Et donc peut-être, ça serait bien si l'épisode il pouvait sortir le 31 pour Halloween, ça serait vraiment super. Merci Laetitia du temps que tu consacres au podcast. Message subliminal. Voilà. Et du coup, on fera des recommandations spéciales Halloween à la fin. D'accord, très bien. Merci pour cette suggestion. Je ne savais pas. Je vais m'y préparer. Ok, super. Voilà, des recommandations de déguisement pour votre soirée. Sur ce, on vous dit à bientôt et bien sûr, on vous souhaite plein de chouettes séances de cinéma. Salut Laetitia, salut à tous. Salut.